Et si le secret de la prospérité d'un pays, eh bien ce n'était pas tant ce que fait un gouvernement, mais plutôt l'ordre dans lequel il fait les choses. C'est une idée assez puissante en fait qui nous vient d'un think tank africain. Une idée qui vient carrément repenser toute la notion d'efficacité. Pour comprendre, l'idée de départ est super simple mais très très parlante. Pensez à la cuisine, l'ordre dans lequel on met les ingrédients. Ça change tout au plat final, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui est vrai pour une recette, ça l'est aussi pour la gestion d'un pays. L'ordre des projets, ça peut vraiment faire toute la différence entre un succès incroyable et un échec qui coûte cher. Alors, au cœur de cette réflexion, il y a ce concept, l'ordre efficient de réalisation prioritaire. Bon, le nom est un peu technique, mais l'idée, elle, est limpide. Il ne s'agit pas de faire les choses au hasard, mais au contraire d'avoir une approche vraiment délibérée et stratégique. C'est une discipline qui nous fait comprendre que chaque action prépare le terrain pour la suivante. Et c'est justement cet enchaînement, cet ordre précis, qui est la vraie clé pour une efficacité maximale. Ok, alors voilà le programme pour décortiquer cette idée ensemble. On va commencer avec ce qu'on appelle la recette de l'efficacité. Ensuite, on va se plonger dans un exemple chiffré pour que ce soit bien concret. Après ça, attention, on verra des résultats radicalement différents. Puis on comparera deux visions de la gouvernance pour enfin se demander comment on peut programmer l'avenir. Allez, c'est parti pour la première section, la recette de l'efficacité. La question, c'est quels sont les vrais objectifs derrière cette méthode? On pourrait penser à première vue que le seul but, c'est de faire des économies. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. L'idée, c'est de créer une sorte de cercle vertueux. Quand on choisit le bon ordre, non seulement on minimise les coûts, mais on peut aussi créer des gains qu'on n'avait même pas prévus, dépasser les objectifs de départ et au final, vraiment multiplier les résultats positifs. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut un bon exemple chiffré. Et vous allez voir, celui-ci est simple, mais incroyablement parlant. Ok, mettons-nous en situation. Imaginons un gouvernement qui a 3 gros projets sur la table. Le premier, on va l'appeler projet A. C'est une infrastructure. Ça coûte 100 unités à construire et après, il y a 20 unités par an pour l'entretien. C'est un investissement important, nécessaire, mais qui va coûter de l'argent chaque année. Ensuite, on a le projet B. Lui, c'est un programme social. Coût 100 unités aussi. Mais là, c'est ce qu'on appelle une dépense directe. Ça sort du budget sans retour financier direct. C'est le genre de projet qui est souvent super important pour les gens, bien sûr. Et enfin, voici le projet C. C'est une initiative économique. Le coût de départ est le même, 100 unités. Mais la grosse différence, c'est que ce projet-là, il rapporte de l'argent. 100 unités par an. C'est, en quelque sorte, le moteur financier de nos 3 projets. Alors voilà la question qui tue. Nos 3 projets coûtent au total 300 unités. L'investissement de départ est exactement le même, peu importe l'ordre dans lequel on les fait. Mais est-ce que cet ordre va avoir un impact sur le résultat final, sur l'argent qu'il reste dans les caisses? Accrochez-vous, la réponse risque de surprendre. C'est maintenant que la démonstration devient spectaculaire. On va regarder ensemble l'impact purement mathématique de l'ordre des projets. Et voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez bien. Le coût total, lui, ne bouge pas. C'est toujours 300. Mais la colonne de droite, l'excédent final, c'est là que la magie opère. Ça va d'un tout petit 40 à un énorme 280. C'est le même argent investi, mais avec des résultats qui n'ont absolument rien à voir. Franchement, l'écart est dingue. Si on prend la pire séquence, ABC, l'infrastructure, puis le social, et seulement à la fin le projet qui rapporte, on se retrouve avec un excédent de 40. Mais si on inverse complètement la logique, si on commence par le projet qui génère de l'argent, C, pour ensuite financer le social, B et l'infrastructure A, eh bien l'excédent monte à 280. C'est 7 fois plus. Je répète, 7 fois plus de moyens pour l'État, juste en changeant l'ordre des choses. Alors, on est d'accord, le calcul est limpide. La question logique, c'est pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas toujours le chemin optimal? Eh bien, ça nous amène à 2 manières de voir la gouvernance, 2 visions qui s'opposent. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la programmation subjective. C'est celle qui est guidée par l'urgence du moment, la pression populaire, parfois l'intuition d'un leader ou la recherche de projets qui claquent, des projets de prestige. C'est une gestion qui réagit. Et de l'autre côté, on a la programmation objective. Elle se base sur les données, sur des calculs, pour trouver l'ordre le plus efficace possible. C'est une approche qui a une vision d'ensemble, qui pense au système dans sa globalité. Bon, maintenant qu'on a vu ça, quelle est la solution proposée par le think tank? Comment est-ce qu'on peut construire un système qui soit proactif, intégré et qui pense à l'avenir? L'idée, c'est de voir ça comme une pyramide, une construction logique, où chaque étage supporte le suivant. Tout en bas, on a des tâches bien organisées qui s'assemblent pour former des activités cohérentes. Ces activités, à leur tour, construisent des projets intégrés. Ces projets s'intègrent dans des programmes stratégiques plus vastes qui, au final, permettent d'atteindre les grands objectifs de développement du pays. Tout est lié, du plus petit au plus grand. Cette phrase résume tout en fait. Chaque partie facilite et promeut mutuellement les autres, créant un écosystème de développement total.
Ça veut dire que dans un système bien pensé, rien n'est fait de manière isolée. Chaque projet n'est pas juste une fin en soi, il est là aussi pour aider les autres projets à réussir. On crée un véritable écosystème où 1 + 1 ne font pas 2, mais peut-être 3 ou 4. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, une sorte de grille de lecture qu'on peut appliquer à nos propres pays. La prochaine fois qu'un grand projet est annoncé, on peut se poser la question, est-ce que ça vient d'une programmation objective, pensée pour l'efficacité à long terme, ou est-ce que ça répond plutôt à une opportunité politique du moment? Et la réponse à cette question, eh bien, elle pourrait bien déterminer l'avenir de toute une nation.